Le roi Charles. Il avait fallu près d'un quart d'heure pour traverser la ville depuis les portes jusqu'au palais de la Cité. Les larmes vinrent aux yeux de la reine Isabelle lorsqu'elle mit pied à terre, dans la cour de cette demeure qu'elle avait vue édifiée par son père et qui déjà avait reçu la légère patine du temps. Les portes s'ouvrirent en haut du grand escalier, et Isabelle ne put s'empêcher d'attendre le visage imposant, glacial, souverain du roi Philippe le Bel. Que de fois avait-elle ainsi contemplé son père au sommet des marches, s'apprêtant à descendre vers sa ville. Le jeune homme qui apparut en cotte courte, la jambe bien prise dans ses chausses blanches et suivi de ses chambellans, ressemblait assez par la taille et les traits au grand monarque disparu. Mais aucune force, aucune majesté n'émanait de sa personne. Il n'était qu'une pâle copie, un moulage de plâtre pris sur un gisant. Et néanmoins, parce que l'ombre du roi de fer demeurait présente derrière ce personnage sans âme, et parce que la royauté de France s'incarnait en lui, Isabelle voulut par 3 ou 4 fois s'agenouiller, et chaque fois son frère la retint par la main en disant « Bienvenue, ma douce sœur, bienvenue ». L'ayant forcée à se relever, et toujours lui tenant la main, il la conduisit jusqu'au cabinet assez vaste où il se tenait habituellement, s'informant des détails du voyage. Avait-elle été bien reçue à Boulogne par le capitaine de la ville? Il s'inquiéta de savoir si les chambellans veillaient aux bagages et recommanda qu'on ne laissât pas choir les coffres. « Car les étoffes se froissent, » expliqua-t-il, « et j'ai bien vu, dans mon dernier déplacement de Languedoc, combien mes robes s'étaient gâtées. » Était-ce pour cacher une émotion, une gêne, qu'il accordait son attention à cette sorte de souci? Quand on fut assis, Charles le Bel dit « Alors, comment se vous va, ma chère sœur ?»« Ce me va petitement, mon frère, » répondit-elle. « Quel est l'objet de votre voyage ?» Isabelle eut une expression de surprise peinée. Son frère n'était-il donc pas au courant? Robert d'Artois, qui avait suivi ainsi que les principaux seigneurs de l'escorte, adressa à Isabelle un regard qui signifiait « Que vous avais-je dit ?» « Mon frère, je viens pour m'accorder avec vous sur ce traité que nos 2 royaumes doivent passer s'ils veulent cesser de se nuire. » Charles le Bel resta silencieux un instant. Il paraissait réfléchir. En vérité, il ne pensait à rien de précis. Comme avec Mortimer, au cours des audiences qu'il lui avait accordées, comme avec chacun, il posait des questions et ne prêtait pas attention aux réponses. « Le traité, finit-il par dire. Oui, je suis prêt à recevoir l'hommage de votre époux Édouard. Vous en causerez avec notre oncle Charles, à qui j'ai donné mandat pour ce faire. La mer ne vous a pas incommodé? Savez-vous que je ne suis jamais allé dessus? Que ressent-on sur cette eau mouvante? » Il fallut attendre qu'il eût émis encore quelques banalités de cet ordre pour pouvoir lui présenter l'évêque de Norwich, qui devait conduire les négociations, et le lord de Cromwell, qui commandait le détachement d'accompagnement. Il salua chacun avec courtoisie, mais sans visiblement s'intéresser à personne. Charles IV n'était pas beaucoup plus sot sans doute que des milliers d'hommes du même âge qui, en son royaume, herçaient les champs de travers, cassaient les navettes de leur métier à tisser, ou débitaient la poix et le suif en se trompant dans leurs comptes de boutique. Le malheur voulut qu'il fût roi, ayant si peu de faculté pour l'être. « Je viens aussi, mon frère, dit Isabelle, requérir votre aide et mettre ma personne sous votre protection, car tous mes biens m'ont été ôtés, et en dernier lieu le comté de Cornouailles inscrit au traité de noces. Vous direz vos griefs à notre oncle Charles, il est de bons conseils, et j'approuverai, ma sœur, tout ce qu'il décidera pour vous. Je vais vous mener à vos chambres. » Charles IV laissa l'assemblée pour montrer à sa sœur les appartements où elle allait loger, une suite de 5 pièces avec un escalier indépendant. « Pour les petites entrées de votre service, » crut-il bon d'expliquer. Il lui fit remarquer également le mobilier, qui était neuf, les tapis à images sur les murs. Il avait des soucis de bonne ménagère, touchait l'étoffe de la courte pointe, priait sa sœur de ne point hésiter à acquérir autant de braises qu'il lui en faudrait pour bassiner son lit. On ne pouvait pas être plus attentif ni plus affable. « Pour le logement de votre suite, messire de Mortimer s'en arrangera avec mes chambellans. Je désire que chacun soit bien traité. » Il avait prononcé le nom de Mortimer sans intention particulière, simplement parce que lorsqu'il s'agissait des affaires anglaises, ce nom revenait souvent devant lui. Il lui paraissait donc normal que Lord Mortimer s'occupât de la maison de la reine d'Angleterre. Il avait certainement oublié que le roi Édouard réclamait sa tête.
Il continuait de tourner à travers l'appartement, redressant le pli d'une courtine, vérifiant la fermeture des volets intérieurs, et puis, soudain, s'arrêtant, les mains derrière le dos et le front un peu penché, il dit « Nous n'aurons guère été heureux de nos unions, ma sœur. J'avais cru être mieux servi par Dieu en la personne de ma chère Marie de Luxembourg que je ne l'avais été avec Blanche. » Il eut un bref regard vers Isabelle, où elle lut qu'il lui gardait un ressentiment vague pour avoir fait éclater l'inconduite de sa première épouse. Et puis la mort m'a emporté Marie, tout en même temps que l'héritier qu'elle me préparait. Et maintenant que l'on m'a fait épouser notre cousine d'Évreux, que vous allez revoir tout à l'heure, c'est une aimable compagne, qui m'aime bien, je crois. Mais nous nous sommes unis en juillet dernier, nous voici en mars, et elle ne donne pas un signe d'être enceinte. Il faudrait que je vous entretienne de choses dont je puisse parler qu'à une sœur. Avec ce mauvais époux, qui n'aime pas votre sexe, vous avez eu pourtant 4 enfants. Et moi, avec mes 3 épouses, pourtant j'accomplis, je vous assure, mes devoirs conjugaux bien fréquemment, et j'y prends plaisir. Alors, ma sœur, cette malédiction dont mon peuple dit qu'elle pèse sur notre race et notre maison, n'y croyez-vous pas? Isabelle le contemplait avec tristesse. Il se montrait assez émouvant tout à coup, par ces doutes qui lui assaillaient l'âme, et qui devaient être son constant souci. Mais le plus humble jardinier ne se fut pas exprimé d'autre manière pour gémir ses infortunes ou la stérilité de sa femme. Que désirait-il, ce pauvre roi? Un héritier au trône ou un enfant au foyer? Et qu'y avait-il de royal également en cette Jeanne d'Évreux qui vint saluer Isabelle quelques moments plus tard? Le visage un peu mou, l'expression docile, elle tenait avec humilité sa condition de 3e épouse, qu'on avait prise au plus proche dans la famille, parce qu'il fallait une reine à la France. Elle était triste, sans cesse les pieds sur le visage de son mari, l'obsession qu'elle connaissait bien, et qui devait être le seul sujet de leurs entretiens nocturnes. Le vrai roi, Isabelle le trouvait en Charles de Valois. Accouru au palais, aussitôt qu'il sut sa nièce arriver, il la serra dans ses bras et la baisa aux joues. Isabelle reconnut aussitôt que le pouvoir était dans ces bras-là, et nulle part ailleurs. Le souper fut bref, qui réunit autour des souverains les comtes de Valois, d'Artois et leurs épouses, le comte de Kent, l'évêque de Norwich, Lord Mortimer. Le roi Charles le Bel aimait à se coucher de bonne heure. Tous les Anglais se réunirent ensuite dans l'appartement de la reine Isabelle pour y conférer. Lorsqu'ils se retirèrent, Mortimer se trouva le dernier sur le pas de la porte. Isabelle le retint. « Pour un instant, dit-elle. » Elle avait un message à lui délivrer. La croix de sang. Il n'avait pas conscience du temps écoulé. Le vin de liqueur parfumé de romarin, de rose et de grenade était plus qu'à demi épuisé dans la cruche de cristal. Les braises s'écroulaient dans le foyer. Il n'avait même pas entendu les cris du guet qui s'élevait lointain d'heure en heure dans la nuit. Il ne pouvait s'arrêter de parler, la reine surtout, qui pour la première fois depuis bien des années ne craignait pas qu'un espion fût caché derrière la tapisserie pour rapporter le moindre de ses propos. Elle n'aurait pu dire s'il lui était jamais arrivé de se confier aussi librement. Elle avait perdu jusqu'à la mémoire de la liberté. Mais jamais elle ne s'était trouvée devant un homme qui l'eût écoutée avec plus d'intérêt, lui eût répondu avec plus de justesse et dont l'attention fût chargée de plus de générosité. Bien qu'ils eussent devant eux des jours et des jours où il leur serait loisible de s'entretenir, ils ne pouvaient se décider à interrompre leur orgie de confidence. Ils avaient tout à se dire, sur l'état des royaumes, sur le traité de paix, sur les lettres du pape, sur leurs communs ennemis, et Mortimer a raconté sa prison, son évasion, son exil, et la reine a avoué ses tourments et les outrages subis. Isabelle comptait demeurer en France jusqu'à ce qu'Édouard y vînt lui-même pour le mage. L'évêque Orleton, avec lequel elle avait eu une entrevue secrète entre Londres et Douvres, le lui conseillait. « Vous ne pouvez point, madame, retourner en Angleterre avant que les Despencer aient été chassés, dit Mortimer. Vous ne le pouvez, ni ne le devez. Leur but était clair, en ces derniers mois, à me si cruellement tourmenter. Ils attendaient que je commisse quelque folle entreprise de révolte, afin de me clore en quelque couvent ou quelque château lointain comme on a fait de votre épouse. Pauvre amie Jeanne, dit Mortimer.
Elle a bien fort à pâtir pour moi. » Et il alla mettre une bûche dans le foyer. « Je lui dois d'avoir appris l'homme que vous étiez, » reprit Isabelle. « Souvent nuit, je la faisais dormir à mes côtés, tant je craignais qu'on ne m'assassinât. Et elle me parlait de vous, toujours de vous. Ainsi ai-je su les préparatifs de votre évasion, et j'ai pu y contribuer. Je vous connais mieux que vous ne pensez, Lord Mortimer. » Il y eut un moment comme d'attente de part et d'autre, et un peu de gêne aussi. Mortimer demeurait penché vers l'âtre dont les lueurs éclairaient son menton profondément incisé, ses sourcils épais. « Sans cette guerre d'Aquitaine, continua la reine, sans les lettres du pape, sans cette mission auprès de mon frère, je suis certaine qu'il me serait arrivé grand malheur. » « Je savais, madame, que c'était le seul moyen. Je n'avais guère plaisir, croyez-le, à cette guerre entreprise contre le royaume, si j'ai accepté d'en partager la conduite et d'y faire figure de traître, car se rebeller pour défendre son droit est une chose, mais passer à l'armée adverse en est une autre. Il avait sa campagne d'Aquitaine sur le cœur et voulait s'en bien disculper. C'est que je savais qu'il n'était d'autre façon d'espérer vous délivrer, sinon en affaiblissant le roi Édouard. Et votre venue en France, madame, est aussi mon idée. J'y ai œuvré sans relâche jusqu'à ce que vous soyez là. » La voix de Mortimer était animée d'une vibration grave. Les paupières d'Isabelle se fermèrent à demi. Sa main redressa machinalement l'une des tresses blondes qui encadraient son visage, comme des anses d'amphore. « Quelle est cette blessure à la lèvre que je ne vous connaissais pas ?» demanda-t-elle. « Un présent de votre époux, madame, un coup de fléau qui me fut asséné par les gens de son parti lorsqu'ils me renversèrent dans mon armure, à Shrewsbury, où je fus malheureux. Et malheureux, madame, moins pour moi-même, moins de la mort risquée et de la prison endurée que d'avoir échoué à vous porter la tête des Despencer, à l'issue d'un combat livré pour vous. » Cela n'était pas la vérité totale. La sauvegarde de ses domaines et de ses prérogatives avait pesé au moins aussi lourd dans les décisions militaires du baron des Marches que le service de la reine. Mais en ce moment, il était sincèrement persuadé d'avoir agi pour la défendre. Et Isabelle y croyait aussi. Elle avait tant souhaité pouvoir le croire. Elle avait tant espéré que se dressât un jour un champion de sa cause, et voilà que ce champion était là, devant elle, avec sa grande main maigre qui avait tenu l'épée, et la marque au visage, légère mais indélébile, d'une blessure. Il semblait surgir tout droit dans ses vêtements noirs d'un roman de chevalerie. « Vous rappelez-vous, ami Mortimer, vous rappelez-vous le lait du chevalier de Greyland ?» Il fronça ses sourcils épais. Greyland, un nom qu'il avait déjà entendu, mais il ne se rappelait pas l'histoire. « C'est dans un livre de Marie de France que l'on m'a volé, comme tout le reste, » reprit Isabelle. « Ce Greyland était chevalier si fort, si bellement loyal, et son renom était si grand, que la reine de ce temps s'éprit de lui sans le connaître, et, l'ayant fait mander, elle lui dit pour première parole, lorsqu'il apparut devant elle, « Ami Greyland, je n'ai jamais aimé mon époux, mais je vous aime autant qu'on peut aimer et suis à vous. » Elle était étonnée de sa propre audace et que sa mémoire lui eût fourni si à propos les paroles qui traduisaient tout exactement ses sentiments. Pendant plusieurs secondes, le son de sa voix lui parut se prolonger à ses propres oreilles. Elle attendait, anxieuse et troublée, confuse et ardente, la réponse de ce nouveau Greyland. « Puis-je à présent lui avouer que je l'aime ?» se demandait Roger Mortimer, comme si ce n'avait pas été la seule chose à dire. Mais il est des champs clos où les hommes les plus braves en bataille se montrent singulièrement malhabiles. « Avez-vous jamais aimé le roi Édouard ?» répondit-il. Et ils se sentirent l'un et l'autre également déçus. Était-il bien nécessaire en cet instant de parler d'Édouard ? La reine se redressa un peu dans son siège. « J'ai cru l'aimer, dit-elle. Je m'y suis efforcée, avec des sentiments appris. Et puis j'ai vite reconnu l'homme auquel on m'avait uni. À présent, je le hais. Et d'une si forte haine qu'elle ne peut s'éteindre qu'avec moi ou avec lui. Savez-vous que pendant de longues années, j'ai cru que les éloignements d'Édouard envers moi venaient d'une faute de ma nature? Savez-vous, s'il faut tout vous avouer, d'ailleurs votre épouse le sait bien, que les dernières fois qu'il se força de fréquenter ma couche, quand fut conçue notre dernière fille, il exigea que Hugh le jeune l'accompagnât jusqu'à mon lit. Et il se mignotait et il se caressait avec lui avant que de pouvoir accomplir acte d'époux.
disant que je devais aimer Hugh comme lui-même, puisqu'ils étaient si bien unis et qu'ils en faisaient qu'un. C'est alors que j'ai menacé d'en écrire au pape. La fureur avait empourpré le visage de Mortimer. L'honneur et l'amour se trouvaient en lui également atteints. Édouard était vraiment indigne d'être roi. Quand donc pourrait-on crier à tous ses vassaux « Sachez enfin qui est votre suzerain et reprenez vos serments » N'était-il pas injuste, quand le monde comptait tant de femmes infidèles, qu'un tel homme ait épousé une femme de si haute vertu? N'eût-il pas mérité qu'elle se fût livrée à tout venant pour le honnir? Mais était-elle absolument demeurée fidèle? Quelque amour secret n'avait-il pas traversé une si désespérante solitude? Et jamais vous ne vous êtes abandonné à d'autres bras? Demanda-t-il d'une voix déjà de jaloux, cette voix qui plaît tant aux femmes au début d'un sentiment et leur devient si lassante à la fin d'une liaison. Jamais, répondit-elle. Pas même à votre cousin Robert d'Artois, qui semblait ce matin montrer bien franchement qu'il était épris de vous. Elle haussa les épaules. Vous connaissez mon cousin d'Artois. Tout gibier lui est bon, reine ou truande. Pour lui, c'est tout un. Un jour lointain à Westmoutier, où je lui confiai mon essolement, il s'offrit à m'en consoler. Voilà tout. D'ailleurs, ne l'avez-vous pas entendu? Êtes-vous toujours aussi chaste, ma cousine? Non, gentil Mortimer, mon cœur est bien désolément vide, et beaucoup las de l'être. Ah, que n'ai-je osé, madame, vous dire depuis si longtemps que vous étiez l'unique dame de mes pensées, s'écria Mortimer. Est-ce vrai, doux ami? Y a-t-il longtemps? Je crois, madame, que cela date de la première fois où je vous ai vu. Et j'en eus la lumière un jour à Windsor où les larmes vous sont venues dans les yeux pour quelque honte que le roi Édouard vous avait faite. Vous dirai-je qu'en ma prison, il ne fut de matin ni de soir où je ne pensais à vous, et que ma première demande quand j'échappais de la tour... Je sais, ami Roger, je sais. L'évêque Carleton me l'a dit. Et j'ai été joyeuse alors d'avoir donné de ma cassette pour votre liberté. Non pour l'or, qui n'était rien, mais pour le risque qui était grand. Votre évasion a fait recroître mes tourments. Il s'inclina très bas, s'agenouillant presque pour marquer sa gratitude. Savez-vous, madame, reprit-il d'un ton plus grave encore, que depuis que j'ai pris pied sur la terre de France, j'ai fait vœu de me vêtir de noir tant que je n'aurais point retrouvé l'Angleterre, et de ne toucher femme avant de vous avoir délivré. Il infléchissait un peu les termes de son vœu et commençait à confondre la reine et le royaume, mais de plus en plus il s'apparentait pour Isabelle à Greyland, à Perceval, à Lancelot. « Et vous avez tenu ce vœu ?» demanda-t-elle. « En doutez-vous ?» Elle le remercia d'un sourire, d'une buée qui monta à ses vastes yeux bleus, et d'une main tendue, d'une main fragile qui alla se loger comme un oiseau dans la main du grand baron. Puis leurs doigts s'ouvrirent, s'enlacèrent, se croisèrent. « Croyez-vous que nous ayons le droit ?» dit-elle après un silence. « J'ai promis, ma foi, à un époux si mauvais qu'il soit, et vous, de votre part, vous avez une épouse qui est sans reproche. Nous avons contracté des liens devant Dieu, et j'ai été si dur au péché des autres. » Cherchait-elle à se défendre contre elle-même, ou voulait-elle qu'il prît le péché sur lui? Il était assis, il se releva. « Ni vous ni moi, ma reine, n'avons été mariés par notre vouloir. Nous avons prononcé serment, mais pour des choix que nous n'avions pas faits. Nous avons obéi à des décisions qui étaient de nos familles, et non point à la volonté de notre cœur. Aux âmes comme les nôtres. » Il marqua une hésitation. L'amour, qui craint de se nommer, pousse aux actions les plus étranges. Le désir prend les plus hauts détours pour requérir ses droits. Mortimer était debout devant Isabelle, et leurs mains restaient unies. « Voulez-vous, ma reine, reprit-il, que nous nous affrérions? Voulez-vous accepter d'échanger nos sangs pour qu'à jamais je sois votre soutien et qu'à jamais vous soyez madame ?» Sa voix tremblait de cette inspiration soudaine, démesurée qu'il avait eue, et les épaules d'Isabelle frémirent, car il y avait de la sorcellerie, de la passion et de la foi, et toutes choses divines et diaboliques mêlées, et chevaleresques et charnelles ensemble, dans ce qu'il venait de proposer. C'était le lien de sang des frères d'armes et celui des amants légendaires, le lien des Templiers rapportés d'Orient à travers les croisades, le lien d'amour aussi qui unissait l'épouse mal mariée à l'amant de son choix, et quelquefois,
par devant le mari lui-même, à condition que l'amour restât chaste, ou qu'on crût qu'il le restait. C'était le serment des corps, plus puissant que celui des mots et qui ne pouvait rompre, reprendre ni annuler. Les deux créatures humaines qui le prononçaient se faisaient plus unis que des jumeaux. Ce que chacun possédait devenait possession de l'autre. Ils se devaient protéger en tout et ne pouvaient accepter de se survivre. Ils doivent être affrérés. On chuchotait cela de certains couples, avec un petit tremblement à la fois de crainte et d'envie. « Je pourrais tout vous demander ?» dit Isabelle très bas. Il répondit en abaissant les paupières. « Je me livre à vous, dit-il. Vous pouvez tout exiger de moi, et ne me donner de vous-même que ce qu'il vous plaira. Mon amour sera ce que vous désirerez. Je puis m'étendre nu auprès de vous, nu, et ne point vous toucher si vous me l'avez interdit. » Ce n'était point là la vérité de leur désir, mais, comme un rite d'honneur qu'il se devait, conforme aux traditions chevaleresques. L'amant s'obligeait à montrer la force de son âme et la puissance de son respect. Il s'offrait à l'épreuve courtoise, dont la durée était remise à la décision de l'amante. Il dépendait d'elle que le temps en durât toujours, ou qu'il fût aussitôt aboli. « Êtes-vous consentante, ma reine ?» dit-il. À son tour, elle répondit des paupières. « Au doigt, au front, au cœur ?» demanda Mortimer. Il pouvait se faire une piqûre au doigt, laisser leur sang s'égoutter dans un verre, les mêler et y boire à tour de rôle. Il pouvait s'inciser le front à la racine des cheveux et, se tenant tête contre tête, échanger leurs pensées. « Au cœur » répondit Isabelle. C'était la réponse qu'il souhaitait. Un coq chanta dans les alentours, dont le cri traversa la nuit silencieuse. Isabelle pensa que le jour qui allait se lever serait le premier du printemps. Roger Mortimer ouvrit sa cotte, la laissa choir au sol, arrangea sa chemise. Il apparut, poitrine nue, bombée, au regard d'Isabelle. La reine délaça son corsage. D'un mouvement souple des épaules, elle dégagea des manches ses bras fins et blancs et découvrit ses seins, marqués de leurs fruits roses, et que 4 maternités n'avaient pas blessés. Elle avait mis une fierté décidée dans son geste, presque du défi. Mortimer prit sa dague à sa ceinture. Isabelle tira la longue épingle terminée par une perle qui retenait ses nattes, et les anses d'amphore tombèrent d'une chute douce. Sans quitter du regard le regard de la reine, Mortimer d'une main ferme s'entailla la peau. Le sang courut comme un petit ruisseau rouge à travers la légère toison châtaine. Isabelle accomplit sur elle-même un semblable geste avec l'épingle, à la naissance du sein gauche, et le sang perla comme le jus d'un fruit. La crainte de la douleur plus que la douleur elle-même lui fit crisper la bouche un instant. Puis elle franchit le pas qui la séparait de Mortimer et appuya le sein contre le grand torse sillonné d'écarlate, se haussant sur la poitrine des pieds, afin que les 2 blessures vinssent à se confondre. Chacun sentit le contact de cette chair qui l'approchait pour la première fois, et de ce sang tiède qui leur appartenait à tous deux. « Ami, dit-elle, je vous livre mon cœur et prends le vôtre, qui me fait vivre. »« Ami, répondit-il, je le retiens avec la promesse de le garder au lieu du mien. » Il ne se détachait pas, prolongeant indéfiniment cet étrange baiser des lèvres qu'ils avaient volontairement ouvertes dans leur poitrine. Leur cœur battait du même rythme, rapide et violent, de l'un à l'autre répercuté. 3 ans de chasteté chez lui, chez elle, 15 années d'attente de l'amour. « Serre-moi fort, ami, » murmura-t-elle encore. Sa bouche s'éleva vers la blanche cicatrice qui ourlait la lèvre de Mortimer, et ses dents de petits carnassiers s'entr'ouvrirent pour mordre. Le rebelle d'Angleterre, l'évadé de la tour de Londres, le grand seigneur des marches galloises, l'ancien grand juge d'Irlande, Lord Mortimer de Wigmore, amant depuis 2 heures de la reine Isabelle, venait de partir glorieux, comblé, et des rêves tout autour de la tête par l'escalier privé. La reine n'avait pas sommeil. Plus tard, peut-être, la lassitude la prendrait. Pour l'instant, elle demeurait éblouie, stupéfaite, comme si une comète continuait de tournoyer en elle. Elle contemplait avec une gratitude éperdue le lit ravagé. Elle savourait sa surprise d'un bonheur jusque-là ignoré.
Elle n'avait jamais imaginé qu'on pût avoir à s'écraser la bouche contre une épaule pour étouffer un cri. Elle se tenait debout près de la fenêtre dont elle avait écarté les volets peints. L'aube se levait, brumeuse et féerique sur Paris. Était-ce vraiment la veille au soir qu'Isabelle était arrivée? Avait-elle existé jusqu'à cette nuit? Était-ce bien cette même ville que son enfance avait connue? Le monde, d'un coup, naissait. La Seine coulait grise au pied du palais, et là-bas, sur l'autre berge, se dressait la vieille tour de Nesle. Isabelle se rappela soudain sa belle-sœur Marguerite de Bourgogne. Un grand effroi la saisit. « Qu'ai-je fait alors ?» pensa-t-elle. « Qu'ai-je fait si j'avais su ?» Toutes les femmes amoureuses de par le monde et depuis le début des âges lui semblaient ses sœurs, des créatures élues. « J'ai eu le plaisir qui vaut toutes les couronnes du monde, et je ne regrette rien. » Ces paroles, ce cri que Marguerite la morte lui avait jeté après le jugement de Maubuisson, combien de fois Isabelle se l'était répété sans comprendre. Et ce matin, où il y avait le printemps nouveau, la force d'un homme, la joie de prendre et d'être prise, elle comprenait enfin. Aujourd'hui, sûrement, je ne la dénoncerai pas. Et de l'acte de justice royale qu'elle avait cru jadis accomplir, elle eut honte et remords soudain comme du seul péché qu'elle eût jamais commis. Cette belle année 1325. Le printemps de 1325, pour la reine Isabelle, fut un enchantement. Elle s'émerveillait les matins ensoleillés où scintillaient les toits de la ville. Les oiseaux par milliers bruissaient dans les jardins. Les cloches de toutes les églises, de tous les couvents, de tous les monastères et jusqu'au gros bourdon de Notre-Dame semblaient sonner les heures du bonheur. Les nuits embaumaient le lilas sous un ciel étoilé. Chaque journée apportait sa brassée de plaisir. Joutes, fêtes, tournois, parties de chasse et de campagne. Un air de prospérité circulait dans la capitale et un grand appétit de s'amuser. On dépensait profusément pour les liesses publiques, bien que le budget du Trésor eût montré pour la dernière année une perte de 13 600 livres, dont la cause, chacun s'accordait à le reconnaître, était dans la guerre d'Aquitaine. Mais pour se fournir de ressources, on avait frappé les évêques de Rouen, Langres et Lisieux d'amendes s'élevant respectivement à 12, 15 et 50 000 livres, pour violences exercées contre leur chapitre ou contre les gens du roi. La fortune de ces prélats trop autoritaires avait comblé les déficits militaires. Et puis les Lombards avaient été sommés une fois de plus de racheter leurs droits de bourgeoisie. Ainsi s'alimentait le luxe de la cour, et chacun marquait de la hâte au divertissement, y recueillant ce premier plaisir qui est de se donner en spectacle aux autres. Comme il en allait de la noblesse, il en allait de la bourgeoisie et même du petit peuple, chacun dépensant un peu au-delà de ses moyens pour n'acquérir rien d'autre que l'agrément de vivre. Il est certaines années de cette sorte où le destin semble sourire, un repos, un répit dans la peine des temps. On vend et on achète ce qu'on nomme superflu, comme s'il était superflu de se parer, de séduire, de conquérir, de se donner des droits à l'amour, de goûter aux choses rares qui sont le fruit de l'ingéniosité humaine, de profiter de tout ce que la Providence ou la nature ont donné à l'homme pour se délecter de son exceptionnelle condition en l'univers. Certes, l'on se plaignait, mais non vraiment d'être misérable, plutôt de ne pouvoir assouvir tous ses désirs. On se plaignait d'être moins riche que les plus riches, de n'avoir pas autant que ceux qui avaient tout. La saison était exceptionnellement clémente, le négoce miraculeusement prospère. On avait renoncé à la croisade. On ne parlait point de lever l'ost, ni de diminuer le cours de la livre à l'agnelle. On s'occupait en conseil étroit d'empêcher le dépeuplement des rivières, et les pêcheurs à la ligne, installés en file sur les 2 berges de la Seine, se chauffaient au doux soleil de mai. Il y avait de l'amour dans l'air ce printemps-là. Il s'y fit plus de mariages et de petits bâtards aussi que depuis bien longtemps. Les filles étaient rieuses et courtisées, les garçons entreprenants et vantards. Les voyageurs n'avaient pas d'yeux assez grands pour découvrir toutes les merveilles de la ville, ni de gorge assez large pour savourer le vin qu'on versait aux auberges, ni de nuits assez longues pour épuiser tant de plaisirs offerts. Ah, comme on se souviendrait de ce printemps! Assurément, il y avait des maladies, des deuils, des mères qui portaient au cimetière leurs nourrissons, des paralytiques, des maris trompés qui s'en prenaient à la légèreté des mœurs, des boutiquiers volés qui accusaient leurs commis de ne pas faire surveillance, des incendies qui laissaient les familles sans foyer, quelques crimes, mais tout cela n'était imputable qu'au sort,
non au roi ou à son conseil. En vérité, il fallait tenir à bien fait de vivre en 1325, d'y être jeune, ou dans le temps actif de l'existence, ou simplement bien portant. Et c'était sottise grave que de ne pas l'apprécier assez, que de ne pas remercier Dieu de ce qu'il vous donnait. Comme il aurait mieux savouré son printemps 1325, le peuple de Paris, s'il avait pu deviner la façon dont il allait vieillir. Un vrai conte de fées auquel aurait peine à croire quand on leur raconterait les enfants conçus pendant ces mois exquis, dans des draps parfumés de lavande. 1325. La belle époque, et comme il faudrait peu de temps pour que cette année-là devînt le bon temps. Et la reine Isabelle. La reine Isabelle semblait résumer dans sa personne tous les prestiges et toutes les joies. On se retournait à son passage, non seulement parce qu'elle était souveraine d'Angleterre, non seulement parce qu'elle était la fille du grand roi dont on avait oublié à présent les édits financiers, les bûchers et les procès terribles, pour ne plus se rappeler que les sages ordonnances, mais aussi parce qu'elle était belle et qu'elle semblait comblée. Dans le peuple, on disait qu'elle eût mieux porté la couronne que son frère Charles le Biot, bien gentil prince, mais bien falot, et l'on se demandait si c'était bonne loi qu'avait faite Philippe le Long en écartant les femmes du trône. Les Anglais étaient bien sots qui causaient souci à si gentille reine. À 33 ans, Isabelle promenait un éclat avec lequel il n'était jouvencelle, si fraîche fut-elle, qui pût rivaliser. Les beautés les plus réputées parmi la jeunesse de France paraissaient se retraire dans l'ombre quand la reine Isabelle avançait. Et toutes les damoiselles, rêvant de lui ressembler, prenaient modèle sur elle, copiaient ses robes, ses gestes, ses nattes relevées, sa façon de regarder et de sourire. Une femme amoureuse se distingue à sa démarche et même de dos. Les épaules, les hanches, le pas d'Isabelle exprimaient le bonheur. Elle était presque toujours accompagnée de Lord Mortimer, lequel, depuis l'arrivée de sa reine, avait fait soudain la conquête de la ville. Les gens qui l'autre année le jugeaient sombre, orgueilleux, un peu trop fier pour un exilé, qui trouvaient à sa vertu un air de reproche, ces mêmes gens, soudain, avaient découvert en Mortimer un homme de haut caractère, de grande séduction, et bien digne d'être admiré. On avait cessé d'estimer lugubre sa tenue noire, seulement rehaussée de quelques agrafes d'argent. On n'y voyait plus maintenant que l'élégante ostentation d'un homme qui porte le deuil de sa patrie perdue. S'il n'était pas chargé d'officielles fonctions auprès de la reine, ce qui eût constitué une trop ouverte provocation envers le roi Édouard, Mortimer en fait dirigeait les négociations. L'évêque de Norwich subissait son ascendant. John de Cromwell ne se privait pas de déclarer qu'on avait fait injustice au baron de Wigmore, qu'un roi se montrait peu avisé qui s'aliénait un seigneur de si grand mérite. Le comte de Kent s'était définitivement pris d'amitié pour Mortimer et ne décidait rien sans son conseil. Il était su et admis que Lord Mortimer restait après souper chez la reine, qui requérait, disait-elle, son conseil. Et chaque nuit, sortant de l'appartement d'Isabelle, Mortimer secouait par l'épaule Ogle, l'ancien barbier de la Tour de Londres, promu à la fonction de valet de chambre, qui l'attendait en somnolant sur un coffre. Ils enjambaient les serviteurs endormis sur le dallage des couloirs, et qui ne soulevaient même plus de dessus leur visage le pan de leur manteau, habitués qu'ils étaient à ces pas familiers. Aspirant d'un poumon conquérant l'air frais de l'aube, Mortimer rentrait en son logis de Saint-Germain-des-Prés, accueilli par le blond, rose et attentif Holspay, qu'il croyait, naïfement, seul confident de sa royale liaison. La reine à présent, la chose était sûre, n'en rentrerait en Angleterre que lorsque lui-même y pourrait rentrer. Le lien entre eux, juré de jour en jour, de nuit en nuit, se faisait plus étroit, plus solide. Et la petite trace blanche sur la poitrine d'Isabelle, où il posait les lèvres, comme rituellement avant de la quitter, demeurait la trace visible de l'échange de leur volonté. Une femme peut être reine, son amant est toujours son maître. Isabelle d'Angleterre, capable de faire front seule aux discordes conjugales, aux trahisons d'un roi, à la haine d'une cour, frémissait longuement quand Mortimer posait la main sur son épaule, sentait son cœur fondre lorsqu'il s'éloignait de sa chambre et portait cierge aux églises pour remercier Dieu de lui avoir donné un si merveilleux péché. Mortimer absent, fût-ce pour 1 heure, elle l'installait en pensée devant elle sur le plus beau siège et lui parlait tout bas. Chaque matin, à son réveil, avant d'appeler ses femmes, elle se glissait dans le lit vers la place que son amant avait abandonnée quelques moments auparavant. Une matrone lui avait enseigné certains secrets bien utiles aux dames qui cherchent plaisir hors mariage.
et l'on chuchotait dans les cercles de la cour, mais sans y voir offense, car cela semblait une juste réparation du sort, que la reine Isabelle était aux amours comme on eût dit qu'elle était aux chants, ou mieux encore, aux anges. Les préliminaires du traité qu'on avait fait traîner en longueur furent pratiquement signés le 31 mai entre Isabelle et son frère, avec l'agrément réticent d'Édouard, qui récupérait son domaine aquitain, mais amputé de l'Agenais et du Bazadais, c'est-à-dire des régions que l'armée française avait occupées l'année précédente, et moyennant en outre un versement de 60 000 livres. Valois là-dessus s'était montré inflexible. Il n'avait pas fallu moins que la médiation du pape pour parvenir à un accord toujours soumis à l'expresse condition qu'Édouard viendrait rendre l'hommage, ce qu'il répugnait visiblement à faire, non plus maintenant pour de seuls motifs de prestige, mais pour des raisons de sécurité. On convint alors d'un subterfuge qui semblait satisfaire tout le monde. Date serait prise pour ce fameux hommage. Puis Édouard, en dernière minute, feindrait d'être malade. Ce qui serait d'ailleurs à peine un mensonge, car à présent, lorsqu'il était question qu'il mit le pied en France, des malaises anxieux l'étouffaient. Il pâlissait, sentait fuir les battements de son cœur et devait s'allonger haletant pour 1 heure. Il remettait alors à son fils aîné, le jeune Édouard, les titres et les possessions du duc d'Aquitaine et l'enverrait à sa place prêter serment. Chacun en cette combinaison se jugeait gagnant. Édouard échappait à l'obligation d'un voyage redouté, les Despenser évitaient le risque de perdre emprise sur le roi, Isabelle allait retrouver son fils préféré dont elle souffrait d'être séparée. Mortimer voyait tout le renfort qu'apporterait à ses desseins futurs la présence du prince héritier dans le parti de la reine. Ce parti ne cessait de s'accroître, et en France même. Le roi Édouard s'étonnait de ce que plusieurs de ses barons, en cette fin de printemps, aient eu nécessité d'aller visiter leurs possessions françaises, et il s'inquiétait plus encore de ce qu'aucun ne revint. D'autre part, les Despenser n'étaient pas sans entretenir à Paris quelques espions qui renseignaient Édouard sur l'attitude du comte de Kent, sur la présence de Maltravers auprès de Mortimer, sur toute cette opposition qui gravitait à la cour de France autour de la reine. Officiellement, la correspondance entre les deux époux demeurait courtoise, et Isabelle, dans les longues missives par lesquelles elle expliquait la lenteur des négociations, appelait Édouard « doux cœur ». Mais Édouard avait donné l'ordre aux amiraux et shérifs des ports d'intercepter tout courrier, quel qu'il fût, porteur de lettres envoyées à quiconque par la reine, l'évêque de Norwich, ou toute personne de leur entourage. Ces messagers devaient être amenés au roi sous une escorte sûre. Mais pouvait-on arrêter tous les Lombards qui circulaient avec des lettres de change? À Paris, Roger Mortimer, un jour qu'il passait dans le quartier du Temple, accompagné seulement de Holspay et Ogle, fut frôlé par un bloc de pierre tombé d'un édifice en construction. Il dut de n'être pas écrasé au bruit que fit le bloc en heurtant un ais de l'échafaudage. Il ne vit là qu'un banal accident de rue, mais 3 jours plus tard, comme il sortait de chez Robert d'Artois, une échelle s'abattit devant son cheval. Mortimer alla s'en entretenir avec Ptolémée, qui connaissait son pari secret mieux que personne. Le Siennois fit venir l'un des chefs de compagnons maçons du Temple, qui avaient gardé leur franchise en dépit de la dispersion des chevaliers de l'ordre. Et les attentats contre Mortimer cessèrent. Du haut des échafaudages, on adressait même de grands saluts, bonnets ôtés aux seigneurs anglais vêtus de noir dès qu'on l'apercevait. Toutefois, Mortimer prit l'habitude d'être plus fortement escorté et de faire éprouver son vin avec une corne de narval, précaution contre le poison. Les truands qui vivaient accrochés à la bourse de Robert d'Artois furent priés d'ouvrir les yeux et les oreilles. Les menaces qui environnaient Mortimer ne firent que rendre plus intense l'amour que la reine Isabelle lui portait. Et puis, brusquement, au début du mois d'août, un peu avant le temps prévu pour l'hommage anglais, Monseigneur de Valois, si fortement installé au pouvoir qu'on l'appelait communément le second roi, s'écroula brusquement à 55 ans. Depuis plusieurs semaines, il était fort coléreux et s'irritait de tout. Particulièrement une grande rage l'avait saisi au reçu d'une proposition faite par le roi Édouard de marier leurs plus jeunes enfants, Louis de Valois et Jeanne d'Angleterre, qui avoisinaient leurs 7 ans. Édouard comprenait-il enfin la bévue qu'il avait commise 2 ans plus tôt en rompant les négociations sur le mariage de son fils aîné, et pensait-il de la sorte ramener Valois dans son jeu? Monseigneur Charles, par une réaction singulière, prit cette offre pour une seconde insulte et se mit en telle fureur qu'il brisa tous les objets de sa table. En même temps, il montrait une grande fébrilité dans ses travaux de gouvernement, s'impatientait des lenteurs du Parlement à rendre les arrêts, disputait avec Mills de Noyer des calculs fournis par la Chambre des comptes. Ensuite, il se plaignait de la fatigue que toutes ces tâches lui causaient.
Un matin qu'il était en conseil et qu'il allait parapher un acte, il laissa choir la plume d'oie qu'on lui tendait et qui balafra d'encre bleue la cotte bleue dont il était vêtu. Sa main pendait auprès de sa jambe et ses doigts étaient devenus de pierre. Il fut surpris du silence qui se faisait autour de lui et ne se rendit pas compte qu'il tombait de son siège. On le releva, les yeux bloqués vers la gauche, dans le haut des orbites, la bouche tordue du même côté, et la conscience partit. Il avait la face rouge, presque violette, et l'on s'empressa de quérir un physicien pour le saigner. Comme l'avait été 11 ans plus tôt son frère Philippe le Bel, il venait d'être frappé à la tête dans les rouages mystérieux du vouloir. On crut qu'il passait, et à son autel on le transporta. L'énorme maisonnée prit l'affairement éploré du deuil. Pourtant, après quelques jours, où il parut présent à la vie plutôt par le souffle que par la pensée, il reprit à demi apparence d'exister. La parole lui était revenue, mais hésitante, mal articulée, butant sur certains mots, sans plus rien de cette redondance et de cette autorité qui la marquait auparavant. La jambe droite n'obéissait pas, ni la main qui avait lâché la plume d'oie. Immobile dans un siège, accablé de chaleur sous les couvertures dont on croyait bon de l'étouffer, l'ex-roi d'Aragon, l'ex-empereur de Constantinople, le comte de Romagne, le pair de France perpétuellement candidat à l'Empire d'Allemagne, le dominateur de Florence, le vainqueur d'Aquitaine, le rassembleur des croisés, mesuraient soudain que tous les honneurs qu'un homme peut recueillir ne sont plus rien lorsque s'installe le déshonneur du corps. Lui qui n'avait eu, et depuis son enfance, que l'anxiété de conquérir les biens de la terre, se découvrit soudain d'autres angoisses. Il exigea d'être conduit en son château du Perret, près de Rambouillet, où il n'allait guère, et qui brusquement lui devint cher, par un de ces bizarres attraits qui viennent aux malades pour des lieux où ils s'imaginent pouvoir recouvrer la santé. L'identité de son mal avec celui qui avait abattu son frère aîné obsédait son cerveau dont l'énergie était diminuée mais non point la clarté. Il cherchait dans ses actes passés la cause de ce châtiment que le Tout-Puissant lui infligeait. Affaibli, il devenait pieux. Il pensait au jugement. Mais les orgueilleux se font facilement la conscience pure. Valois ne découvrait presque rien qu'il eût à se reprocher. En toutes ses campagnes, en tous les pillages et massacres qu'il avait ordonnés, en toutes les extorsions qu'il avait fait subir aux provinces conquises et délivrées par lui, il estimait avoir toujours bien usé de ses pouvoirs de chef et de prince. Un seul souvenir lui était objet de remords, une seule action lui semblait l'origine de son actuelle expiation, un seul nom s'arrêtait à ses lèvres lorsqu'il faisait l'examen de sa carrière. Marigny. Car il n'avait en vérité jamais haï personne, sauf Marigny. Pour tous les autres, qu'il avait malmenés, châtiés, tourmentés, expédiés à la mort, il n'avait jamais agi que convaincu d'un bien général qu'il confondait avec ses propres ambitions. Mais dans sa lutte contre Marigny, il avait apporté tout le bas acharnement qu'on peut mettre à une querelle privée. Il avait menti sciemment en accusant Marigny. Il avait porté faux témoignages contre lui et suscité de fausses dépositions. Il n'avait reculé devant aucune bassesse pour envoyer l'ancien coadjuteur et recteur général du royaume, plus jeune alors qu'il ne se trouvait à présent lui-même, se balancer à Montfaucon. Rien ne l'avait guidé en cela que le besoin de vengeance et la rancœur d'avoir vu, jour après jour, un autre disposer en France de plus de puissance que lui. Et voilà que maintenant, assis dans la cour de son manoir du Perret, observant les oiseaux passer, regardant les écuyers sortir les beaux chevaux qu'il ne montrait plus, Valois s'était mis, le mot le surprenait lui-même, mais il n'y en avait pas d'autre, il s'était mis à aimer Marigny, à aimer sa mémoire. Il aurait voulu que son ennemi fût encore vivant afin de pouvoir se réconcilier avec lui et lui parler de toutes choses qu'ils avaient connues, vécues ensemble et sur lesquelles ils s'étaient tant opposés. Son frère aîné Philippe le Bel, son frère Louis d'Évreux, ses deux premières épouses même, tous ces disparus lui manquaient moins que son ancien rival. Et au moment où il ne se croyait pas observé, on le surprenait à marmonner quelques phrases d'une conversation tenue avec un mort. Chaque jour, il envoyait un de ses chambellans muni d'un sac de monnaie faire aumône aux pauvres d'un quartier de Paris, paroisse après paroisse. Et les chambellans étaient chargés de dire, en déposant les pièces dans les mains crasseuses, « Priez, bonnes gens, priez Dieu pour monseigneur Enguerrand de Marigny et pour monseigneur Charles de Valois. » Il lui semblait qu'il s'attirait la clémence du ciel si dans une même prière on l'unissait à sa victime. Et le peuple de Paris s'étonnait de ce que le puissant et magnifique seigneur de Valois,
demanda d'être nommé auprès de celui qu'il proclamait jadis coupable de tous les malheurs du royaume et qu'il avait fait pendre aux chaînes du gibet. Le pouvoir, au conseil, était passé à Robert d'Artois, qui, par la maladie de son beau-père, se trouvait soudain promu au premier rang. Le géant parcourait fréquemment les étriers chaussés à fond la route du Perret pour aller demander un avis aux malades. Car chacun s'apercevait, et d'Artois tout le premier, du vide qui s'ouvrait brusquement à la direction des affaires de la France. Certes, monseigneur de Valois était connu pour un prince assez brouillon, tranchant de tout sans souvent réfléchir assez, et gouvernant d'humeur plutôt que de sagesse, mais d'avoir vécu de cour en cour, de Paris en Espagne et d'Espagne à Naples, d'avoir soutenu les intérêts du Saint-Père en Toscane, d'avoir participé à toutes les campagnes de Flandre, d'avoir intrigué pour l'Empire, d'avoir siégé pendant plus de 30 années au conseil de 4 rois de France, lui était venue l'habitude de replacer chaque souci du royaume dans l'ensemble des affaires de l'Europe. Cela s'opérait en son esprit presque de soi-même. Robert d'Artois, féru de coutume et grand procédurier, n'avait point d'aussi vaste vue. Aussi l'on disait du comte de Valois qu'il était le dernier, sans bien pouvoir vraiment préciser ce que l'on entendait par là, sinon qu'il était le dernier représentant d'une grande manière d'administrer le monde, et qui allait sans doute disparaître avec lui. Le roi Charles le Bel, indifférent, se promenait d'Orléans à Saint-Mexan et Châteauneuf-sur-Loire, attendant toujours que sa troisième épouse lui donnât la bonne nouvelle d'être enceinte. La reine Isabelle était devenue pour ainsi dire maîtresse du palais de Paris, et c'était une seconde cour anglaise qui se tenait là. La date de l'hommage était fixée au 30 août. Édouard attendit donc la dernière semaine du mois pour se mettre en voyage, puis pour feindre de tomber souffrant en l'abbaye de Sandown, près de Douvres. L'évêque de Winchester fut envoyé à Paris pour certifier sous serment, s'il en était besoin, mais ce qu'on ne lui demanda pas, la validité de l'excuse, et proposer la substitution du fils au père, étant bien entendu que le prince Édouard, fait duc d'Aquitaine et comte de Ponthieu, apporterait les 60 000 livres promises. Le 16 septembre, le jeune prince arriva, mais accompagné de l'évêque d'Oxford et surtout de Walter Stapledon, évêque d'Exeter et lord trésorier. En choisissant celui-ci, qui était l'un des plus actifs, des plus âpres partisans du parti des Spencer, l'homme aussi le plus habile, le plus rusé de son entourage et l'un des plus détestés, le roi Édouard marquait bien sa volonté de ne pas changer de politique. L'évêque d'Exeter n'était pas chargé seulement d'une mission d'escorte. Le jour même de cette arrivée, et presque au moment où la reine Isabelle serrait dans ses bras son fils retrouvé, on apprit que monseigneur de Valois avait fait une rechute de son mal, et qu'il fallait s'attendre à ce que Dieu lui reprît l'âme d'une heure à l'autre. Aussitôt, la famille entière, les grands dignitaires, les barons qui se trouvaient à Paris, les envoyés anglais, tout le monde se précipita au Perret, sauf l'indifférent Charles le Bel, qui surveillait à Vincennes quelques aménagements intérieurs commandés à son architecte Pimphétis. Et le peuple de France continuait à vivre sa belle année 1325. Chaque prince qui meurt. À ceux qui ne l'avaient pas vu durant les dernières années, combien monseigneur de Valois paraissait changé. D'abord, on avait l'habitude qu'il fût toujours coiffé, soit d'une grande couronne scintillante de pierreries, les jours d'apparat, soit d'un chaperon de velours brodé dont l'immense crête dentelée lui retombait sur l'épaule, ou encore d'un de ces bonnets à cercles d'or qu'il portait en appartement. Pour la première fois, il se montrait en cheveux, des cheveux blonds mélangés de blanc, auxquels l'âge avait donné une couleur délavée, dont la maladie avait défrisé les rouleaux et qui pendaient sans vie le long des joues sur les coussins. L'amaigrissement chez cet homme naguère gras et sanguin était impressionnant, mais moins toutefois que l'immobilité contractée d'une moitié du visage, que la bouche un peu tordue dont un serviteur essuyait régulièrement la salive, moins impressionnant que la fixité éteinte du regard. Les draps brochés d'or, les courtines bleues semées de fleurs de lys qui, drapées comme un dais, surmontaient le chevet, ne faisaient qu'accuser la déchéance physique du moribond. Et lui-même, avant de recevoir tout ce monde qui se pressait dans sa chambre, avait demandé un miroir, et il avait un moment étudié ce visage qui impressionnait si fort, 2 mois plus tôt, les peuples et les rois. Que lui importait à présent le prestige, la puissance? Où étaient donc les ambitions qu'il avait si longtemps poursuivies? Que signifiait cette satisfaction si vivace naguère de marcher toujours le front levé entre des fronts baissés, depuis que sous ce front s'était produit ce grand éclatement,
ce grand basculement de tout. Et cette main sur laquelle serviteurs, écuyers et vassaux se jetaient pour en baiser le dos et la paume, qu'était donc cette main morte le long de lui-même? Et l'autre main, qu'il commandait encore, dont il se servirait tout à l'heure une dernière fois pour signer le testament qu'il allait dicter. Si une main gauche voulait bien se prêter à tracer les signes de l'écriture, cette main lui appartenait-elle davantage que le cachet gravé dont il scellait ses ordres et qu'on ferait glisser de son doigt après qu'il serait mort? Rien ne lui avait-il jamais appartenu? La jambe droite, totalement inerte, semblait lui avoir été déjà reprise. Dans sa poitrine, par moments, se produisait comme un vide de gouffre. L'homme est une unité pesante qui agit sur les autres hommes et transforme le monde. Et puis soudain, l'unité se désagrège, se délie, et qu'est-ce alors que le monde? Et que sont les autres? L'important en cette heure pour Monseigneur de Valois, ce n'étaient plus les titres, les possessions, les couronnes, les royaumes, les décisions du pouvoir, la primauté de sa personne parmi les vivants. Les emblèmes de son lignage, les acquisitions de sa fortune, même les descendants de son sang qu'il voyait autour de lui assemblés, tout cela pour lui avait perdu valeur essentielle. L'important, c'était l'air de septembre, les feuillages encore verts avec déjà quelques rougissures et qu'il apercevait par les fenêtres ouvertes, mais l'air surtout, l'air qu'il aspirait avec difficulté et qui allait s'engloutir dans cet abîme qu'il portait au fond de la poitrine. Tant qu'il sentirait l'air pénétrer dans sa gorge, le monde continuerait d'exister avec lui en son centre, mais un centre fragile, pareil à la fin de la flamme d'un cierge. Ensuite, tout cesserait d'être, ou plutôt tout continuerait, mais dans l'ombre totale et l'effrayant silence, comme une cathédrale existe quand le dernier cierge s'y est éteint. Valois se rappelait les grands trépas de sa famille. Il réentendait les paroles de son frère Philippe le Bel. « Regardez ce que vaut le monde, voici le roi de France !» Il se souvenait des mots de son neveu Philippe le Long. « Voyez votre souverain seigneur, il n'est nul d'entre vous, le plus pauvre fût-il, avec qui je ne voudrais échanger mon sort. » Il avait entendu ces phrases-là sans les comprendre. Voilà donc ce qu'avaient éprouvé les princes, ses parents, au moment de passer dans la tombe. Il n'existait pas d'autres mots pour le dire, et ceux qui avaient encore du temps à vivre étaient impuissants à le saisir. Chaque homme qui meurt est le plus pauvre homme de l'univers. Et quand tout serait éteint, dissous, délié, quand la cathédrale serait emplie d'ombre, qu'allait-il découvrir? Ce très pauvre homme de l'autre côté. Trouverait-il ce que lui avaient appris les enseignements de la religion? Mais qu'étaient-ils, ces enseignements, sinon d'immenses, d'angoissantes incertitudes? Serait-il traduit devant un tribunal? Quel était le visage du juge? Et tous les gestes de la vie, en quelle balance seraient-ils pesés? Quelle peine peut être infligée à ce qui n'est plus? Le châtiment? Quel châtiment? Le châtiment consiste peut-être à conserver la conscience claire au moment de franchir le mur d'ombre. Enguerrand de Marigny avait eu lui aussi, Charles de Valois ne pouvait se distraire d'y penser, la conscience claire, la conscience encore plus claire d'un homme en pleine santé, en pleine force, arraché à la vie non point par la rupture de quelque rouage secret de l'être, mais par le vouloir d'autrui. Non pas la dernière lueur du cierge, mais toutes les flammes soufflées d'un coup. Les maréchaux, les dignitaires, les grands officiers qui avaient accompagné Marigny jusqu'au gibet, les mêmes ou leurs successeurs dans les mêmes charges, étaient là, en ce moment, autour de lui, emplissant toute la chambre, débordant dans la pièce voisine au-delà de la porte, et avec les mêmes regards d'homme conduisant un des leurs à la dernière pulsation de son cœur, étranger à la fin qu'il guette, et tout entier dans un avenir dont le condamné est éliminé. Ah, comme on donnerait toutes les couronnes de Byzance, tous les trônes d'Allemagne, tous les sceptres, et tout l'or des rançons pour un regard, un seul, où l'on ne se sente pas éliminé. Du chagrin, de la compassion, du regret, de l'effroi, et les émotions du souvenir, on rencontrerait tout cela dans le cercle Dieu de toutes couleurs qui entourait un lit de prince mourant. Mais chacun de ces ressentiments n'était qu'une preuve de l'élimination. Valois observait son fils aîné, Philippe, ce gaillard à grand nez debout auprès de lui sous le dais, et qui allait être demain ou un jour tout proche, ou dans une minute peut-être, le seul, le vrai comte de Valois, le Valois vivant. Il était triste comme il convenait de l'être, le grand Philippe, et pressait la main de sa femme, Jeanne de Bourgogne la boiteuse. Mais soucieux aussi de son attitude à cause de cet avenir devant lui, il semblait dire aux assistants
Voyez, c'est mon père qui meurt. » Dans ces yeux-là aussi Valois était déjà effacé. Et les autres fils. Charles d'Alençon, qui, lui, évitait de croiser le regard du moribond, se détournant lentement lorsqu'il le rencontrait. Et le petit Louis, qui avait peur, qui paraissait malade de peur parce que c'était la première agonie à laquelle il assistait. Et les filles. Plusieurs d'entre elles étaient présentes. La comtesse de Hainaut, qui faisait un signe de temps à autre au serviteur chargé d'essuyer la bouche, et sa cadette, la comtesse de Blois, et plus loin la comtesse de Beaumont, auprès de son géant époux Robert d'Artois, tous deux faisant groupe avec la reine Isabelle d'Angleterre et le petit duc d'Aquitaine, ce garçonnet à longs cils, sage comme on l'est à l'église, et qui ne garderait de son grand-oncle Charles que ce seul souvenir. Il semblait à Valois que l'on complotait de ce côté-là. On y préparait un avenir également dont il était éliminé. S'il inclinait la tête vers l'autre bord du lit, il rencontrait droite, compétente, mais déjà veuve, Mao de Châtillon-Saint-Paul, sa troisième épouse. Gaucher de Châtillon, le vieux connétable, avec sa tête de tortue et ses 77 ans, était en train de remporter encore une victoire. Il regardait un homme plus jeune de 20 ans s'en aller avant lui. Étienne de Mornay et Jean de Cherchemont, tous deux anciens chanceliers de Charles de Valois, avant d'être devenus tour à tour chanceliers de France, Mills de Noyer, légiste et maître de la Chambre des comptes, Robert Bertrand, le chevalier Auverlion, nouveau maréchal, le frère Thomas de Bourges, confesseur, Jean de Torpeau, physicien, étaient tous là pour l'aider chacun au titre de sa fonction. Mais qui donc aide un homme à mourir? Hugues de Bouville essuyait une larme. Sur quoi pleurait-il, le gros Bouville, sinon sur sa jeunesse enfuie, sa vieillesse prochaine et sa propre vie écoulée? Certes, un prince qui meurt est plus pauvre homme que le plus pauvre serf de son royaume, car le pauvre serf n'a pas à mourir en public. Sa femme et ses enfants peuvent le leurrer sur l'imminence de son départ. On ne l'entoure pas d'un apparat qui lui signifie sa disparition. On n'exige pas de lui qu'il dresse in extremis constat de sa propre fin. Or, c'était bien cela qu'il réclamait, tous ces hauts personnages assemblés. Un testament. Qu'est-ce d'autre que l'aveu qu'on fait soi-même de son décès? Une pièce destinée à l'avenir des autres. Son notaire particulier attendait, l'encrier fixé au bord de la planche à écrire, le velin et la plume prêts. Allons, il fallait commencer, ou plutôt achever. Le plus pénible n'était pas tant l'effort d'esprit que l'effort de renoncement. Un testament, cela rebutait comme une prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Charles de Valois avait parlé, et l'on crut qu'il priait. « Écrivez donc, l'ami, » dit-il au secrétaire. « Vous entendez bien que je dicte. Je, Charles. » Il s'arrêta, parce que c'était une sensation bien douloureuse, bien effrayante que d'écouter sa propre voix prononcer son propre nom pour la dernière fois. Le nom, n'est-ce pas le symbole même de l'existence de l'être et de son unité? Valois eut envie vraiment d'en finir là, parce que rien d'autre ne l'intéressait plus. Mais il y avait tous ces regards. Une ultime fois, il fallait agir, et pour les autres, dont il se sentait déjà si profondément séparé. Je, Charles, fils du roi de France, comte de Valois d'Alençon, de Chartres et d'Anjou, fais savoir à tous que je, saint d'esprit, bien que malade de corps. Si l'élocution était partiellement gênée, si la langue accrochait sur certains mots, parfois les plus simples, la mécanique cérébrale continuait en apparence de fonctionner normalement. Mais cette dictée s'effectuait dans une sorte de dédoublement et comme s'il avait été son propre auditeur. Il lui semblait se tenir au milieu d'un fleuve embrumé, sa voix s'adressait à la rive dont il se détachait, il tremblait de ce qui adviendrait lorsqu'il toucherait l'autre berge. Et demandant à Dieu merci, redoutant qu'il ne m'étonnât d'épouvante quant au jugement de l'âme, j'ordonne ici de moi et de mes biens, et fais mon testament et ma dernière volonté de la manière ci-après écrite. Premièrement, je remets mon âme à notre Seigneur Jésus-Christ et à sa miséricordieuse mère et à tous les saints. Sur un signe de la comtesse de Hainaut, un serviteur essuya la salive qui coulait par un coin de la bouche. Toutes les conversations particulières s'étaient arrêtées, et l'on évitait même les froissements d'étoffes.
Les assistants paraissaient stupéfaits quand ce corps immobile, réduit, déformé par la maladie, la pensée eût gardé tant de précision et même de recherche dans la formulation. Gaucher de Châtillon murmura à l'adresse de ses voisins « Ce n'est pas aujourd'hui qu'il va passer ». Jean de Tourpeau, l'un des médecins, eut une moue négative. Pour lui, monseigneur Charles n'atteindrait pas la nouvelle aurore. Mais Gaucher reprit « J'en ai vu, je vous dis qu'il reste de la vie dans ce corps-là ». La comtesse de Hainaut, le doigt sur la bouche, pria le connétable de se taire. Gaucher était sourd et n'appréciait pas la force de son chuchotement. Valois poursuivait sa dictée. « Je veux la sépulture de mon corps en l'église des frères mineurs de Paris, entre les sépultures de mes 2 premières épouses, compagnes. » Son regard chercha le visage de sa 3e épouse, la vivante, bientôt comtesse douairière. 3 femmes, et toute une vie était passée. C'était Catherine la seconde qu'il avait le plus aimée, à cause peut-être de sa couronne féerique de Constantinople. Une beauté, Catherine de Courtenay, bien digne de porter un titre de légende. Valois s'étonnait quand sa malheureuse chair, à moitié inerte et au bord de s'anéantir, demeura vaguement, diffusément, comme un frémissement des anciens désirs qui transmettent la vie. Il reposerait donc à côté de Catherine, à côté de l'impératrice titulaire de Byzance. Et de l'autre côté, il aurait sa première épouse Marguerite, la fille du roi de Naples, toutes 2 en poudre depuis si longtemps. Quelle étrangeté que le souvenir d'un désir pût persister quand le corps qui en était l'objet n'existe plus. Est-ce que la résurrection ? Mais il y avait la 3e épouse, celle qui le regardait, et qui avait été bonne compagne aussi. Et il fallait lui laisser quelques fragments charnels. Item, je veux mon cœur en ladite ville, et au lieu où m'accompagne Mao de Saint-Paul élira à sa sépulture, et mes entrailles en l'abbaye de Chaalis. Le droit au partage de ma chair m'ayant été octroyé par bulle de notre très saint père, le pape. Il hésita, cherchant la date qui lui échappait, et ajouta « précédemment ». Quelle fierté n'avait-il pas retiré de cette autorisation? Donner seulement au roi de pouvoir distribuer son cadavre comme on divise les saints en reliques. Il lui serait fait traitement de roi jusque dans le tombeau. Mais maintenant il pensait à la grande résurrection, seul espoir laissé à ceux parvenus sur l'extrême bord de l'ultime marche. Si les enseignements de la religion étaient vrais, comment se passerait pour lui cette résurrection? Les entrailles de Chaalis, le cœur au lieu que Mao de Saint-Paul choisirait, et le corps en l'église de Paris. Était-ce avec une poitrine vide, un ventre bourré de paille et recousu de chanvre, qu'il se dresserait entre Catherine et Marguerite? Oh, difficile espérance puisque inconcevable à l'esprit humain. Y aurait-il cette presse de corps et de regard, comme celle qui se tenait en ce moment autour de son lit? Quelle grande confusion attendre, si se dressaient ensemble tous les ancêtres et tous les descendants, et les meurtriers face à leurs victimes, et toutes les maîtresses, et toutes les trahisons. Est-ce que Marigny surgirait devant lui? Item, je laisse à l'abbaye de Chaalis 60 livres tournois pour faire mon anniversaire. Le linge à nouveau essuya son menton. Près d'1 quart d'heure durant, il cita toutes les églises, abbayes, fondations pieuses situées dans ses fiefs, et auxquelles il laissait à l'une 100 livres, à l'autre 50, ici 120, ici une fleur de lys pour embellir une chasse. Énumération monotone, sauf pour le mourant, qui, à chaque nom prononcé, représentait un clocher, une ville, un bourg, dont il était pour quelques heures ou jours encore le seigneur. Couleur d'un rempart, silhouette d'une flèche ajourée, sonorité des pavés ronds d'une rue montante, parfum d'une aire de marché, toute chose une dernière fois par la parole possédée. Les pensées des assistants s'échappaient comme à la messe quand le service est trop long. Seule Jeanne la boiteuse, qui souffrait de rester si longtemps sur ses jambes inégales, écoutait avec attention. Elle additionnait, elle calculait. À chaque chiffre, elle levait vers son mari Philippe de Valois un visage nullement disgracieux, mais qu'enlaidisaient les mauvaises pensées de l'avarice. Tous ses legs amputaient l'héritage. Dans l'embrasure d'une fenêtre, Isabelle chuchotait avec Robert d'Artois. Mais l'inquiétude qui se lisait sur les traits de la reine n'était pas inspirée par la funèbre circonstance. « Méfiez-vous de Stapleton, Robert, » murmurait-elle. « Cet évêque est la pire créature du diable.
et Édouard ne l'a envoyé que pour causer nuisance à moi et à ceux qui me soutiennent. Il n'avait rien à faire ici, aujourd'hui, et pourtant, il s'est imposé, parce qu'il a reçu mission, dit-il, d'escorter partout mon fils. Il m'épie. La dernière lettre qui m'est parvenue avait été ouverte et le cachet recollé. On entendait la voix de Charles de Valois. « Item, je lègue à ma compagne la comtesse mon rubis, que ma fille de Blois me donna. Item, je lui laisse la nappe brodée qui fut à la reine Marie, ma mère. » Tous les yeux indifférents ou distraits durant l'énoncé des donations pieuses se remirent à briller parce qu'il était question de bijoux. La comtesse de Blois arquait les sourcils et marquait quelques désappointements. Son père aurait bien pu lui faire retour de ce rubis qu'elle lui avait offert. « Item, le reliquaire que j'ai de Saint-Édouard. » En entendant le nom d'Édouard, le jeune prince d'Angleterre releva ses longs cils. Mais non, le reliquaire aussi allait à Mao de Châtillon. « Item, je laisse à Philippe, mon fils aîné, un rubis et toutes mes armes et harnois, excepté un haubert d'armure, qui est du travail d'Acre, et l'épée avec laquelle le seigneur d'Harcourt combattit, que je laisse à Charles, mon fils second. Item, à ma fille de Bourgogne, femme de Philippe, mon fils, la plus belle de toutes mes émeraudes. » Les joues de la boiteuse rosirent un peu, et elle remercia d'une inclination de tête qui parut une indécence. On pouvait être assuré qu'elle exigerait l'examen des émeraudes par un expert pour reconnaître la plus belle. « Item à Charles, mon fils second, tous mes chevaux et palefrois, mon calice d'or, un bassin d'argent et un missel. » Charles d'Alençon se mit à pleurer bêtement, comme s'il ne prenait conscience de l'agonie de son père et de la peine qu'elle lui causait qu'au moment où le moribond le citait. « Item, je laisse à Louis, mon fils troisième, toute ma vaisselle d'argent. » L'enfant se tenait collé à la jupe de Mao de Châtillon. Celle-ci lui caressa le front d'un geste tendre. « Item, je veux et ordonne que tout ce qui demeure de ma chapelle soit vendu pour faire prier pour l'âme de moi. Item, que tous les effets de ma garde-robe soient distribués aux valets de ma chambre. » Un remous discret se fit près des fenêtres ouvertes, et les têtes se penchèrent. 3 litières venaient d'entrer dans la cour du manoir, au sol couvert de paille pour étouffer le pas des chevaux. D'une grande litière ornée de sculptures dorées et de rideaux brodés des châteaux d'Artois, la comtesse Mao, pesante, monumentale, les cheveux tout gris sous son voile, descendait ainsi que sa fille, la reine douairière Jeanne, veuve de Philippe le Long. La comtesse était encore accompagnée de son chancelier, le chanoine Thierry d'Hirson, et de sa dame de parage, Béatrice, nièce de ce dernier. Mao arrivait de son château de Conflans près de Vincennes, d'où elle ne sortait guère en ces temps pour elle hostiles. La seconde litière, toute blanche, transportait la reine douairière Clémence, veuve de Louis Hutin. De la 3e litière, modeste, au simple rideau de cuir noir, sortait avec quelque peine et aidé seulement de 2 valets, Messer Spinello Tolomei, capitaine général des Lombards de Paris. Ainsi s'avançaient dans les couloirs du manoir 2 anciennes reines de France, 2 jeunes femmes du même âge, 32 ans, qui s'étaient succédées au trône, toutes 2 vêtues de blanc, entièrement selon l'usage établi pour les reines veuves, toutes 2 blondes et belles, surtout la reine Clémence, et paraissant un peu comme 2 sœurs jumelles. Derrière elles, et dominant des épaules, marchait la redoutable comtesse Mao, dont chacun savait, mais sans avoir eu le courage d'en porter témoignage, qu'elle avait tué le mari de l'une pour que l'autre régnât. Et puis enfin, traînant sa jambe, poussant le ventre, les cheveux blancs éparses sur son col et les griffes du temps plantées dans les joues, le vieux Ptolémée qui avait été, de près ou de loin, mêlé à toutes les intrigues. Parce que l'âge ennoblit tout, et parce que l'argent est la vraie puissance du monde, parce que Monseigneur de Valois, sans Ptolémée, n'aurait pu épouser autrement l'impératrice de Constantinople, parce que, sans Ptolémée, la cour de France n'aurait pu envoyer Bouville chercher la reine Clémence à Naples, ni Robert d'Artois soutenir ses procès et épouser la fille du comte de Valois, parce que sans Ptolémée, la reine d'Angleterre n'aurait pu se trouver ici avec son fils, on accorda aux vieux Lombards, qui avaient tant vu, tant prêté, et s'étaient beaucoup tus, les égards qui ne vont qu'aux princes. On se tassait contre les murs, on s'effaçait pour libérer la porte. Bouville se mit à trembler quand Mao le frôla. Isabelle et Robert d'Artois échangèrent une interrogation muette. Ptolémée entra avec Mao,
Cela signifiait-il que le vieux renard toscan travaillait aussi pour le compte de l'adversaire. Mais Ptolémée, d'un sourire discret, rassura ses clients. Il ne fallait voir dans cette arrivée simultanée qu'un hasard de route. L'entrée de Mao avait créé une gêne dans l'assistance. Valois s'arrêta de dicter en voyant apparaître sa vieille et géante adversaire, poussant devant elle les deux veuves blanches, comme deux agnelles qu'on mène paître. Et puis Valois aperçut Ptolémée. Alors, sa main valide, où brillait le rubis qui allait passer au doigt de son fils aîné, s'agita devant son visage, et il dit « Marigny, Marigny !» On crut qu'il perdait l'esprit, mais non. La vue de Ptolémée lui rappelait leur commun ennemi. Sans l'aide des Lombards, jamais Valois ne serait venu à bout du coadjuteur. On entendit alors la grande Mao d'Artois dire « Dieu vous pardonnera, Charles, car votre repentance est sincère. » La gueuse, prononça Robert d'Artois assez haut pour être entendu de ses voisins. Elle ose parler de remords. Charles de Valois, négligeant la comtesse d'Artois, faisait signe aux Lombards d'approcher. Le vieux Siennois vint au bord du lit, souleva la main paralysée, la baisa, et Valois ne sentit pas ce baiser. « Nous prions pour votre guérison, monseigneur, » dit Ptolémée. « Guérison. » Le seul mot de réconfort que Valois eût entendu parmi tous ces gens, dont aucun ne mettait sa mort en doute et qui attendaient son dernier soupir comme une nécessaire formalité. Guérison. Le banquier lui disait-il cela par complaisance, ou bien le pensait-il vraiment? Ils se regardèrent, et dans le seul œil ouvert de Ptolémée, cet œil sombre et rusé, le moribond vit une expression de complicité. Un œil enfin, d'où il n'était pas éliminé. « Item, reprit Valois en pointant l'index vers le notaire. Je veux et commande que toutes mes dettes soient payées par mes enfants. Ah, c'était un beau legs qu'il faisait par ces mots à Ptolémée, et plus lourd que tous les rubis et tous les reliquaires. Et Philippe de Valois et Charles d'Alençon et Jeanne la Boiteuse et la comtesse de Blois prirent tous la même mine déconfite. Il avait bien besoin de venir, ce Lombard. Item à Aubert de Villepion, mon chambellan, une somme de 200 livres tournois. À Jean de Cherchemont, qui fut mon chancelier avant d'être celui de France, autant. À Pierre de Montguillon, mon écuyer. Voilà que monseigneur de Valois était repris par ce goût de largesse qui lui avait si fort coûté tout au long de sa vie. Il voulait récompenser royalement ceux qui l'avaient servi. 200, 300 livres, ce n'étaient point legs énormes, mais lorsqu'il en existait 40, 50 à la file, et qui s'ajoutaient aux legs religieux, l'or du pape déjà bien écorné n'allait pas y suffire, ni une année de revenus de tout l'apanage valois. Il serait donc prodigue, monseigneur Charles, jusque dans son trépas. Mao s'était rapproché du groupe anglais. Elle avait salué Isabelle d'un regard où luisait une vieille haine, sourit au petit prince Édouard, comme si elle l'eût voulu mordre, et enfin elle avait regardé Robert.